Bienvenue dans Histoire et Mémoire. Histoire et Mémoire sera consacrée aujourd'hui à la célébration de la fête de la victoire d'un peuple contre le colonialisme, un certain 19 mars 1962, date qui est considérée par Reda Meleq comme une véritable consécration, celle de tout un peuple et d'une nation unie. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre avec moi mes invités pour revenir justement sur cette grande consécration du peuple algérien. Le 18 mars 1962 à 17h30 a eu lieu la signature des accords au terme duquel a été conclu un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien à partir de midi le lendemain, lundi 19 mars 1962. Ces accords, connus sous le nom des accords d'Évian, interviennent après de longues négociations entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et le gouvernement français qui avait tout fait pour que la solution ou l'issue des négociations soit en sa faveur. Mais c'était sans compter sur l'habileté et la détermination des négociateurs algériens qui avaient su, durant les différentes phases de ces pourparlers, de déjouer les pièges du gouvernement français. Ces accords avaient incontestablement fait droit aux principales revendications du Front de libération nationale inscrites dans la proclamation du 1er novembre 1954, comme par exemple la reconnaissance du droit au peuple algérien à disposer de lui-même, l'intégrité du territoire national et l'unité du peuple algérien. Après Évian, des élections se sont déroulées le 1er juillet 1962 en Algérie. Le peuple algérien avait alors, à l'unanimité, voté pour l'indépendance. Un vote hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont sacrifiés, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant près de 8 années de guerre de libération pour que l'Algérie arrache son indépendance. En dépit de la lutte acharnée menée dans les villes et les campagnes, il ne faut pas oublier l'intense travail des différents ministères du GPRA et surtout de la diplomatie, lutte et travail qui ont permis de faire face à tous les coups tordus de l'administration coloniale et plus encore d'imposer le Front de libération nationale comme seul interlocuteur du peuple algérien pour négocier l'indépendance de l'Algérie, donnant raison à un article d'El Moudjahid du 19 septembre 1958. Le peuple algérien n'a pas attendu de se voir garantir l'indépendance, il l'a prise et l'a proclamée. Bienvenue dans Histoire et Mémoire. Nous sommes le 19 mars et nous célébrons la fête de la victoire. J'ai le plaisir de recevoir l'historien et archiviste Fouad Soufi. Mais avant d'entamer le débat, place au sommaire de l'émission. Fouad Soufi, bonsoir, bienvenue dans Histoire et Mémoire. Bonsoir, merci de l'invitation. Signés le 18 mars 1962, les accords d'Évian seront suivis dès le lendemain à midi par un cessez-le-feu sur tout le territoire national. Oui, justement, un cessez-le-feu. C'est-à-dire que tout à l'heure, je crois que vous avez utilisé le mot consécration, c'est la consécration de tout ce qui a été écrit, publié dans la proclamation du 1er novembre 1954. Alors, il faut quand même préciser que c'est un cessez-le-feu. C'est pas un traité de paix, c'est pas donc un accord comme ça entre deux États. C'est un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu va provoquer, il faut pas l'oublier, c'est pas la fin de la guerre réellement, puisque ça va surtout provoquer une recrudescence des attentats criminels
de l'OAS. Jusqu'à présent, les attentats étaient très forts, mais là, ça va vraiment déclencher une sorte de petite guerre civile dans le monde franco-français, puisque ce que j'ai pu comprendre, il va y avoir une sorte de guerre de Troie qui va s'achever, c'est-à-dire l'OAS qui tirait sur le FLN et l'ALN et l'armée française qui tirait sur l'OAS, tandis que là, non. Il va y avoir un accord, une sorte d'accord tacite, non écrit et non dit, entre l'armée française et le FLN-ALN. Accord non écrit et non dit, ça veut dire qu'en fait, nous sommes mis d'accord sur le cessez-le-feu. Notre principal ennemi commun, c'est l'OAS. C'est l'OAS. C'est ce qui va expliquer tout le travail qu'a pu faire durant cette période, par exemple, un homme comme le commandant Asdin. Hein, et on ne comprend pas, on ne comprendrait pas l'issue de ces 7 années et demie de guerre sans avoir analysé justement ces derniers combats. Hein, et ça va renforcer la posture de l'ALN. Ça va être vraiment l'ALN et le FLN, et le FLN qui va être le seul, alors là, pour le coup, c'est vrai, c'est le seul et unique leader, disons, de la population algérienne. Alors, j'ai intitulé la première partie de cette émission « Les accords d'Évian et la souveraineté nationale, la souveraineté politique, la souveraineté d'une manière générale. Qu'en est-il exactement? Quand on parle, donc c'est important dans l'esprit de tous les négociateurs, mais aussi de tous les Algériens qui étaient dans les maquis, qui luttaient pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale. Absolument, parce que ça n'a l'air de rien, ça a l'air des deux mots, souveraineté politique. Nationale, souveraineté politique, oui, pourquoi pas, et quand même eu 7 ans, oui, mais non. Oui, mais non. Non, parce que les autres pays, nos voisins et les pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, etc., ont tous obtenu leur indépendance. Ça s'appelait l'indépendance dans l'interdépendance. Pas d'accord. Les autres, ça va être l'indépendance, oui, mais avec des accords léonins au profit de la France, notamment le franc, la défense nationale, les affaires étrangères, enfin beaucoup de choses. Rien ne bouge. L'exploitation des richesses. Oui, oui. Dans certains pays, comme ce qui va devenir le Mali, etc., il va y avoir des réactions contre, mais en fait, ça va très peu bouger. Donc, ce sont des indépendances, c'est vrai, ils vont connaître leur indépendance, c'est vrai, mais enfin, une indépendance limitée politiquement déjà, politiquement. Bon, alors, pour le cas des pays du Maghreb, l'indépendance dans l'interdépendance, en fait, c'était considéré comme une phase transitoire, la guerre de libération chez nous, qui va soulever des problèmes dans la question de l'indépendance des autres pays qui nous entourent. Alors, certains vont s'en sortir plus ou moins, d'autres, je peux dire que par rapport au franc CFA, ils ne s'en sont pas sortis encore. Voilà comment je vois l'affaire. Mais ce n'est que le cessez-le-feu. Et l'OAS va faire tout pour pousser à bout et l'armée française et le FLN-ALN. Mais heureusement pour nous, ils ont tenu bon. Et c'est l'OAS qui va craquer. Que ce soit ici à Alger. Alors à Constantine, ça a commencé par Constantine. À Constantine, l'OAS a été liquidé très vite. Et ça va se terminer à Oran, parce que l'OAS d'Oran n'a même plus accepté un accord bancal, OAS-FLN du 17 juin. Ils ne vont pas l'accepter. Ils vont dire non, nous on continue, quitte à faire la République française d'Oran. Bon, ils vont être, grâce au courage des fidèles d'Oran, ils vont eux aussi baisser et s'enfuir d'ailleurs en abandonnant la population. Quand on parle française de la souveraineté nationale, les négociateurs algériens n'ont pas cédé sur tous les principes
inscrit dans la proclamation du 1er novembre 1954. Alors là aussi, il faut le dire. Il y avait des principes intangibles. Intangibles. Mais c'est soutenu par un argument dont personne n'a besoin de parler. Et je le dis, parce que je le dis comme je le pense, c'est soutenu par le patriotisme des négociateurs. C'est la seule chose, on pourra leur reprocher tout ce qu'on veut, oui, mais pas leur patriotisme. Et ils savent très bien qui ils ont en face d'eux. Ils ont en face d'eux des politiciens solides, des juristes solides, des hommes qui ont une équipe à la fois civile et militaire, eux aussi, des gens dont certains, comme Claude Chaillet, est en contact avec De Gaulle, c'est par téléphone, etc. Ils savent très bien que derrière eux, il y a un État. Il y a un État. Et eux, c'est une organisation. Il y a bien le GPRA, mais la France ne discute pas avec le GPRA. Il ne peut pas y avoir en France deux gouvernements. Et les Français considèrent que les gens qu'ils ont en face d'eux sont des Français. Ce sont des Français, des nationaux français qui veulent faire, et j'ai découvert que certains historiens utilisent encore ce mot, qui veulent faire sécession. Ce n'est pas un État qui veut se libérer d'un autre État. Ce sont des Français qui veulent faire sécession, et certains ont même appelé, récemment encore, il y a 6 ans peut-être, la guerre d'Algérie, c'est une guerre de sécession. C'est la France qui se coupe d'une partie de ses départements. Or ça aurait marché si ces départements étaient de véritables départements français, avec là où la loi française s'applique. Or, c'est pas vrai, la loi française ne s'appliquait pas systématiquement, même après 1947, puisque le statut de 1947 n'a jamais été respecté. Ouais. Et c'était un des arguments d'une certaine droite française qui se voulait, oui, on va appliquer le statut, la loi organique de l'Algérie. Alors, pour revenir au patriotisme des négociateurs, ils ne vont pas céder sur ces principes tangibles, à savoir l'intégrité du territoire. Donc, on pose les problèmes directement sur la table des négociations. Oui. Mais c'est comme ça que j'explique que des militants patriotes débattent avec des hommes de droit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en droit, ce n'est pas une question morale. C'est-à-dire des hommes qui connaissent mieux que la loi, bien que ce n'est pas toujours vrai. Oui. Et donc, sur la question de l'intégrité territoriale, là aussi, ils vont négocier et ils ne vont jamais reculer d'1 pouce. Parce que les Français parlaient, oui, des 13 départements. Parce qu'on est passé de 3 à 13 départements. Et les Algériens vont parler des 15 départements. Les 2 autres, c'était le département des Oasis, Ouargla, etc., et le département de la Saoura, Béchar, jusqu'à Tindouf. Non, on discute de l'intégrité territoriale. C'est toute l'Algérie telle qu'on la voit à cette date-là, et qu'on devra retrouver après l'indépendance, et qui est l'Algérie d'aujourd'hui. Je ne sais plus combien il y a de départements maintenant, 69, et bientôt 100 peut-être. Enfin, c'est un détail là. Voilà. Donc il ne s'agissait pas simplement de l'Algérie du Nord, mais c'est bien toute l'Algérie, comme va le montrer, ce qu'on a un peu mal traité. Tout ce qui s'est passé dans les territoires du Sud, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, comme résistance, comme combat, comme lutte anticoloniale, au profit de l'ALN. Alors l'ALN avait découpé, il y avait le territoire, le département d'Oran avec le territoire d'Ain Safra, puis le département de la Saoura, et puis à l'est, tout le département des Oasis qui a fait la Wilaya 6. Donc on a affaire à une vision globale et géographiquement totalitariste, si j'ose dire, du pays. Voilà, avec un seul peuple. Et le deuxième, justement, c'est l'unicité du peuple algérien. Oui, ça c'est c'est l'argument de base, parce que
pas de base, mais je veux dire, c'est l'argument qui jette un regard sur l'avenir. Ouais. L'avenir, ça veut dire que dans notre histoire... En tant qu'historien, vous avez nuancé. On ne parle pas d'unité, c'est l'unicité. C'est important. Enfin, moi, c'est comme ça que je dis. Oui. Un seul peuple. Il y a un seul peuple dans ce pays. Or, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était les Français qui disaient il y a d'un côté les indigènes et de l'autre les Européens. Il y a le premier collège des Européens et le deuxième collège des indigènes. Hein, non. Là maintenant, non. Après, ils sont mis à dire oui, mais on va faire un seul collège. Mais ça ne nous intéresse plus tout ça. Maintenant, le peuple algérien est unique avec effectivement tous ses habitants et ceux qui veulent bien devenir algériens. Et pourquoi l'unicité du peuple? C'est qu'il ne peut pas y avoir en Algérie des privilégiés. Des privilégiés, donc, suivez mon regard, ce sont bien évidemment non pas une caste sociale ou une classe sociale supérieure, mais en fait une couche de la population qui est minoritaire, parce que la question va se poser comme ça, qu'est-ce que vous allez faire des minorités? Mais non, il n'y a pas de minorité. Il n'y a pas de minorité. Ils sont comme nous s'ils veulent rester avec nous. Le seul problème, c'est est-ce qu'ils veulent rester maintenant? On va négocier, et donc ils vont négocier pas à pas pour casser cette idée qu'il y a plusieurs peuples, un peuple unique. Maintenant, ceux qui ne veulent pas appartenir à ce peuple, ben, ils sont libres. Ils sont libres. Je vous propose de suivre avec nous donc un témoignage d'un ancien moudjahid, d'un ancien officier de la Wilaya 5 historique. Il va nous dire comment il avait vécu lui-même la signature et des accords d'Évian et le cessez-le-feu le lendemain 19 mars 1962. Et on revient juste après. Nous, on était déjà pour la guerre, c'est-à-dire on ne baissait pas les armes, même négocier. Ah, bien sûr, pour nous, c'était pas encore, c'est pas acquis pour nous. Non, c'est pour nous, c'est pas, c'est fini, c'est l'acquis. Non, on continue. On avait des représentants du gouvernement qui négociaient, mais nous, en tant que moudjahidines, on était avec les armes. Ben, ce qu'il nous fallait, c'est toujours, pour nous, notre souci, c'est avoir les armes, c'est tout. Donc pour ça, les négociations, qu'ils réussissent ou pas, pour nous, on était là. L'appel au cessez-le-feu, c'est un moment unique, parce que l'appel au cessez-le-feu, parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que pour nous, moi j'avais un poste à Gda, et j'avais des moudjahidines avec mon collègue, c'est des vieux moudjahidines. Mais avec les fusils, on avait les fusils, on avait chacun sa fusil, on est tout. Et quand on écoutait qu'ils ont négocié ceci, ils ont fait cela, ça y est, ça va. On dit, les vieux, les canomaïs, ils disent, chouf, écoute, Rajal Rami Dafa Alina. Alors que c'est nous qui avons les fusils. Rajal Rami Dafa Alina. Parce que c'est déjà l'indépendance, pour dire que c'est terminé, quoi. Ils ont négocié pour nous. Alors que nous, le fusil, c'est nous qui l'avons. Mais il y a le Rajal Rami Dafa Alina. Mais c'est un moment magnifique. C'est super. Mais seulement après, moi, j'ai vécu la période quand parce qu'on a rentré avant, nous ont fait rentrer nous, les gens du mal, il y avait certains, pour encadrer les citadins. Et moi, on est descendu, ça s'appelait la Maison Blanche, c'est-à-dire l'aéroport, et il y avait le décar de CRS, ils nous ont conduits directement à Rocher-Noir. Et là-bas, pour encadrer le citadin, pour préparer. Et on était là, et on voyait que Alger, c'était le vide. Il y avait des gens, les pauvres, il n'y avait rien. Vous savez que le moment, comme cette période-là, il n'y avait rien. Et quand il y a les cités le 3 juillet, cette population qui sortait, tous, c'est magnifique. Nous, on a commencé, c'était la sécurité, à partir de là, et c'est ce qui est formidable, quand le 8 octobre 1962, avec Ben Bella, aller aux Nations Unies, c'est quelque chose de magnifique. Tu vois le drapeau, on était le 109e État indépendant.
Maintenant, ils sont 200. Mais on était à ce moment-là, en 8 octobre 1962, on était 109e État indépendant. Notre drapeau, il flottait vers les Nations Unies et c'était quelque chose. C'était là donc Mohamed Debah, un ancien officier de l'ALN et un ancien diplomate qui évoquait dans ce témoignage comment il avait vécu la date du cessez-le-feu. Pour revenir à cette notion, vous avez évoqué donc deux principes importants. On a dit l'intégrité territoriale, l'unicité du peuple, et puis à la souveraineté politique, un élément très très important. Oui, bon, on avait parlé. On avait un petit peu expliqué. C'est un tout. Hein, Moi, je pense que c'est un tout. C'est un tout qui a fait la force des négociateurs algériens. Hein, c'est-à-dire le rejet. Mais ça tient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'expérience, oui. Leur expérience de ce qui s'est passé ailleurs. Donc, c'est le rejet de... le problème du Sahara, pour l'intégrité territoriale, évidemment, est complètement lié au pétrole. Complètement lié au pétrole. Le problème de l'unicité du peuple est lié à l'existence de cette minorité européenne. Et la souveraineté politique, c'est, moi je la lie fondamentalement à la monnaie, à la banque, hein, la banque de l'Algérie et de la Tunisie, elle a son siège social à Paris. Les richesses du sol et du sous-sol. Les richesses du sol et du sous-sol. Oui. Bon, c'est ici. Et disons, au choix politique que va prendre l'Algérie, parce qu'évidemment, on ne peut pas, le pays nouvellement indépendant ne va pas être oublieux des autres pays qui l'ont soutenu, que ce soit les pays arabes, les pays communistes, les pays, ce qu'on avait appelé d'ailleurs à l'époque, afro-asiatiques, le bloc afro-asiatique, donc les pays africains, etc. Donc c'est ce qui explique plus ou moins des discours, je vais appeler ça de gauche. Bon, c'est-à-dire le soutien de la Chine, le soutien du Vietnam, le soutien de l'Union soviétique en particulier, et des pays d'Europe de l'Est, alors que les autres pays, même les États-Unis, les États-Unis, c'est pas vrai, les États-Unis par l'OTAN, je rappelle, ont quand même soutenu la France, jusqu'au jour où ils ont dit, bon, il faut arrêter. Et ça va sortir avec le discours de Kennedy. Et là aussi, même le discours de Kennedy, c'est intéressant, c'est-à-dire que derrière, il y a l'action de la délégation algérienne à New York, à l'ONU. D'ailleurs, la mesure est prise, même par les Français, par le nombre de pays qui vont voter chaque année, qui est de plus en plus important, pour poser la question de l'Algérie, au moment où la France disait non, c'est un problème intérieur. Ça n'a rien à voir avec le mouvement de décolonisation. Or, ils peuvent dire ça, mais ça va bel et bien être inscrit comme un mouvement de décolonisation qu'on va retrouver jusqu'à présent. Et à la tête de ce mouvement, ça va être notre pays. Une dernière question pour cette première partie de l'émission. On a tendance à favoriser donc le côté prouesse diplomatique de ces accords, de ce cessez-le-feu, tout en oubliant qu'il y avait une pression des maquis, c'est-à-dire des combattants de l'ALN. S'il n'y avait pas les combattants de l'ALN, est-ce qu'on pouvait envisager les choses de cette manière-là? Oui, mais enfin, on peut dire que là aussi c'est un tout, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Oui. On ne peut pas avoir l'illusion de vaincre militairement un pays qui a des armes que l'ALN n'avait pas. L'ALN n'avait pas d'avion. Donc déjà, au moins ça, même si c'était que des pipeurs, etc., elle n'avait pas de bombes. Les seules bombes, c'était celles que confectionnaient les membres de l'OCFLN, les réseaux, etc. Donc il y a quand même une asymétrie. Mais ça ne veut pas dire que le petit
ne va pas gagner le plus grand. Et c'est ce qui va se passer, ici comme ailleurs d'ailleurs. Parce que, encore une fois, je réutilise ce mot, c'était le patriotisme. Bien. Mais, oui, il y avait également... mais quoique, pardon, avant d'aller... Il y avait également une sorte de bataille par rapport à l'opinion publique. Ils ont cru, donc l'armée française, chercher la victoire militaire, c'est évident puisqu'ils sont là pour ça. Mais en même temps, ils ont essayé de prendre en main la population, et notamment la population rurale. Et ils vont la prendre en main en la chassant de ces territoires, en créant des zones interdites, en l'enfermant dans des camps. Hein, donc c'est des signes d'échec. C'est des signes d'échec. En créant les SAS, alors il y a eu des SAS, oui, mais la plupart des SAS, c'était pour effectivement faire créer dans l'esprit des gens, oui. Mais ça va être, là aussi, ça va être un échec. Oui. Là aussi, ça va être un échec. Hein. Donc c'est vrai, mais c'était accompagné, et après, ça va prendre du poids, parce que plus le gouvernement français reconnaît, à commencer par 58, donc c'est vrai que De Gaulle en 58 va être plus le plan Châle, hein, ça va être là. Mais en même temps, ça va mettre dans la tête de certaines forces politiques françaises qui soutenaient De Gaulle, ça ne peut pas continuer comme ça. Et la population algérienne se reconnaît de plus en plus le temps passe, plus la population algérienne se reconnaît en le FLN. Hein, et n'est plus convaincue de la nécessité de perpétuer le système colonial. Je le dis en phrase générale, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et le pendant international, je le disais donc tout à l'heure, c'était qu'à l'ONU, de plus en plus de pays se mettent à soutenir à chaque vote. Ça a commencé avec 38 pays et ça arrive à 38 pays sur 50, c'est déjà beaucoup. Et ça se termine avec même les États-Unis qui disent bon, c'est fini, c'est une mascarade, c'est plus une. Voilà, je vous propose une petite pause et puis on revient pour évoquer la deuxième partie de cette émission. Vous êtes toujours sur Al24 News, vous suivez Histoire et Mémoire et nous évoquons la fête de la victoire et la signature des accords d'Évian en 1962 avec l'historien et archiviste Fouad Soufi. Fouad Soufi, pour vous, la signature des accords d'Évian est l'aboutissement d'un long travail de préparation. C'est vrai, c'est l'aboutissement d'un processus de lutte politique, militaire, mais aussi il y a un travail de préparation derrière. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient mobilisés pour préparer des dossiers qui a été être mis sur table face aux négociateurs français. Et là, il y a d'autant que ces gens qui préparaient les dossiers, certains sont encore en vie. Mais tous ne sont pas connus. Enfin, en tout cas, je vais mettre un bémol à moi, je ne les connais pas, tous. On a des noms, mais on ne sait pas qui en était. Et certains témoins, enfin, je n'ai pas trouvé de document qui dit voilà tous les membres de la délégation qui se sont déplacés en Suisse. On peut le savoir peut-être en cherchant dans les archives de la police suisse. Parce que chaque département à l'époque avait mobilisé ses experts. Par exemple, nous savons à travers Daoul Trablia, que nous saluons d'ailleurs, avait mobilisé ses experts. Par exemple. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit dans un de ses articles. Lui-même d'ailleurs était un expert du MALG. Voilà, mais il ne dit pas que parmi les 4 experts du MALG qui ont été affectés à ces négociations et qui ont préparé les dossiers, il ne donne pas son nom. Il dit ils étaient 4, mais 4, oui. Nous, on devine que c'est lui, un, et les 3 autres, je n'ai pas trouvé dans ces articles notamment, et comme je n'ai pas eu l'honneur de pouvoir discuter avec lui, donc on ne sait pas qui sont les 3 autres. On sait qu'il y avait Harbi. Harbi ne donne pas de nom. Là. Qui était dans le cabinet de crime à l'époque. Voilà, mais on ne sait pas qui avait avec lui. Bon,
grâce à... Ben Yahya, également. Il y avait, bon, Ben Yahya, déjà, il apparaît. Oui. Il apparaît parce que, pour différentes raisons, il apparaît. C'est comme Reda Melek, comment ils apparaissent. Tous ces gens-là, ils sont dans les photos, etc. Mais derrière eux, il y a des gens qui ne sont pas dans les photos. Encore qu'une fois, il y a eu une photo assez large. Assez large, oui. Et une photo assez large. Mais ceux qui en étaient, à ma connaissance, ils n'ont rien écrit. Ils nous ont rien laissé. Évidemment, c'est aux historiens de le faire, je suis d'accord. C'est aux archives nationales de le faire, je suis d'accord. Et pour cause, hein, je plaide pour mes deux statuts. C'est à eux à faire peut-être quelque part ce travail. Et c'est un travail qui est qui devient de plus en plus difficile à faire. Les gens ont vieilli, ils oublient, beaucoup nous ont quittés, tout dernièrement l'un d'entre eux. Ça devient de plus en plus compliqué, d'où la nécessité de l'ouverture des archives. Donc il y a un travail, mais vraiment il faut creuser encore, il faut encore creuser pour avoir toutes ces personnes qui ont apporté ils savaient où ils allaient. Et ça va surprendre. Étonner, ça va étonner les trois représentants de la délégation française. Ça va les étonner. Et ça va même étonner ceux qui étaient derrière, qui écoutaient, qui prenaient des notes, etc. Ça aussi, ça va... Et moi, je pense que ça a dû jouer beaucoup. Le fait d'avoir montré comme une maîtrise de tous les dossiers, quelle que soit leur nature. Au lieu de rentrer dans une phase de pré-indépendance dans la paix, hein, au contraire, on va rentrer dans une période d'une violence inouïe de la part de gens qui prétendaient parler au nom des Européens. Alors pourquoi je dis ça comme ça ? C'est parce qu'à force de leur mentir, effectivement, des villes comme Alger vont être coupées en deux, des villes comme Oran vont être coupées en deux. Il n'y a qu'à Constantine où c'est vrai qu'ils étaient moins nombreux, à Tlemcen aussi. Tlemcen, pratiquement, le 19 mars, l'OS n'osait même... Enfin, une fois, il y a eu un mouvement comme ça, l'OS. Mais Constantine, je vais te dire pourquoi je cite Constantine. C'est parce que c'est là que l'OAS, avant Alger et avant Oran, va être la plus virulente. Et la réponse va l'être aussi. Et donc, ils vont être écrasés. Et certains éléments de l'OAS de Constantine vont se retrouver à Oran. Hein, ils vont se retrouver plutôt à Oran après. Notamment un de leurs chefs, un colonel. Je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les déclarations, notamment celle de Ben Khadda, c'est-à-dire c'est lui qui fait appel à un cessez-le-feu. Dans son esprit, c'était déjà l'indépendance. Et les autres moujahidines, pour eux, cessez-le-feu était l'équivalent, en quelque sorte, de l'indépendance. Alors, à mon avis... Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ça ? C'est un avis, état d'esprit général. D'ailleurs, beaucoup de gens, jusqu'à présent, de la génération, ils te disent c'était le cessez-le-feu. Oui, c'était le cessez-le-feu. C'était le cessez-le-feu. Et c'est devenu un marqueur dans l'histoire et les esprits des Algériens. C'était important. Le cessez-le-feu. Sauf que ça consacre non plus seulement le FLN, mais ça consacre le GPRA. Le GPRA. Voilà ce qu'il y a. Depuis le 5 juillet... Alors déjà depuis décembre 60, quoique le GPRA n'a rien à voir avec, ni le FLN d'ailleurs, n'a rien à voir avec les manifestations de décembre 60, ils vont prendre des témouchintes, c'est les cellules dormantes du FLN et certaines qui vont prendre en charge les manifestations. Mais l'étincelle, c'est pas de décembre 60, c'était pas les appareils, quoi. C'était pas les appareils de l'émanation du peuple. Voilà. Mais ça va être pris en charge très vite par les cellules dormantes du FLN. Hein, parce qu'il fallait en être du FLN en décembre 60. Et l'armée ne rigolait pas, et les tortures, etc. Mais la grève du 5 juillet 1961, qui a été décrétée et lancée par le GPRA, et qui va être suivie, même si dans la presse on dit que non,
c'était pas beaucoup. Elle a été suivie par, peut-être pas grandement à Alger, peut-être pas grandement à Oran, mais dans la plupart des autres villes du pays. Elle va être suivie. Et donc, ça a donné de la force à la représentativité du GPRA, qui va être consacré le 19 mars. Des accords dans le journal officiel de la République française, on trouve donc délégation française avec le FLN, et sur Al-Moudjahid, c'est le représentant du gouvernement provisoire de la République algérienne et les représentants du gouvernement français. Donc voilà, on n'est pas... Voilà, au moment où il signe. On arrive à la signature, justement. Alors, la signature, on nous a inventé un problème. On nous a inventé. Pourquoi? De leur côté, les Français... Il y a trois à signer. Chez nous, il n'y a qu'un seul. Mais ça, c'est un manque de la... C'est une de nos faiblesses. On ne sait pas ce qui se passe en France. À l'époque. Là, à l'époque. Même après, on ne sait pas. On n'a pas compris les forces politiques qui soutiennent la politique de Gaulle, à l'époque. De Gaulle. Je ne vois pas pourquoi, chez nous, ce n'est pas le Karim Belkacem, en tant que chef de la délégation, qui signe. Il n'y a pas besoin d'une autre signature. Ouais. Alors on nous sort qu'ils ont discuté. D'ailleurs, il a été mandaté. Ils ont reçu le mandat du CNR, on doit le rappeler, Fouad. Voilà. Disons qu'il n'y a pas de problème politique. Il y en a un, mais on ne le voit pas encore. On le voit venir, il y a un problème politique. Qui va se poser plus tard. Qui se pose un petit peu déjà, mais il n'est pas essentiel. Parce que cela signifie que le peuple n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Et à la limite, il n'a même pas besoin d'être au courant. Et personne, même tous ces gens que nous avons là en face de nous, n'ont pas besoin d'arguments. Par contre, De Gaulle avait besoin d'un argument. Parce qu'à l'Assemblée nationale française, il était soutenu par 3 partis. Le sien, alors j'ai oublié son nom, l'UDR peut-être, ou l'UNR plutôt. L'UNR, l'Union nationale de la République, mais les indépendants, représentés par donc, Louis Joxe, c'est le parti de Gaulle, De Breuil, c'est le parti des jeunes indépendants, le parti des indépendants qui porte un nom, dirigé par Giscard d'Estaing. Hein, et le troisième, c'est le parti du MRP, qui est la droite traditionnelle française, née au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour essayer de rabibocher tous ceux qui ont marché avec les ennemis de Gaulle, etc., qui avaient des intérêts parce que c'était c'était la droite traditionnelle française. Donc il fallait 3 signatures pour imposer à l'Assemblée nationale et au Sénat français, où ces 3 partis étaient majoritaires, pour leur imposer, disons, un vote favorable aux accords d'Évian. Si l'un des 3 avait refusé, il n'aura pas la majorité. De Gaulle n'aurait pas eu la majorité. Oui. De Gaulle n'aurait pas eu. Or, donc il y avait un calcul politique. Il y avait complètement. Il les a peut-être mis en face de leurs responsabilités, peut-être. Mais je rappelle que Giscard d'Estaing, maintenant c'est connu, il était plutôt proche de l'OAS qu'autre chose. Non, il y avait même des partisans. Le Premier ministre de Gaulle à l'époque, qui ne soutenait pas sa démarche. Donc on doit le rappeler. De l'époque, donc c'était Michel Debré, était contre l'indépendance de l'Algérie. Je vous invite donc à écouter également le témoignage de Mohamed Debah, qui va évoquer également avec nous la violence de l'OAS au lendemain de la signature des accords d'Évian, et on revient juste après. Quand ils ont négocié le 19 mars 1962 et les élections le 3 juillet, 4 mois,
pendant ces 4 mois, ils ont exigé que les moudjahidines restent au maquis, ils ne descendent pas d'armes, et les soldats français restent dans les casernes. Donc il y a le vide. Et c'est là l'OAS, elle était seule sur le terrain. C'est là qu'elle a commencé à tuer, à massacrer. Elle tuait dans les maisons, elle tuait les gens et elle mettait des tracts pour manipuler, des tracts, la valise ou le cercueil signé FLN, déjà pour manipuler. Les installations électriques, les installations d'eau, ils ont brûlé la bibliothèque nationale. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ils savaient que c'était rien. Et c'est 4 mois, et c'est comme ça que De Gaulle avait peur de la guerre civile, a demandé aux Suisses de dire aux Algériens, de nous dire, il faut descendre les nœuds pour protéger parce qu'on ne peut pas continuer. Et c'est comme ça qu'on a demandé à les gens de la Wilaya 4, ils sont descendus pour encadrer, pour terminer le 3 juillet. Parce que 4 mois, ils n'avaient pas prévu 4 mois de vide. Ils rentraient dans les maisons. L'Oranie, quand ils rentraient dans les maisons, ils commençaient à tuer les gens. Ils étaient libres parce que c'est bien beau de dire les soldats français dans les casernes. Mais il y avait la police urbaine. Ils plastiquaient les maisons avec l'OS. Ils tournaient dans toutes les maisons. Ils ne laissaient rien. Ils faisaient sauver les gens. Les gens se sauvaient. La valise ou le cercueil, c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est le vide. C'est ça. Ils étaient soutenus parce que l'OS a été soutenu par... Donc, il y avait un soutien. Ils avaient 3 compagnies de voltigeurs. 3 compagnies. 1000, ils avaient tous les armes. Donc, ils étaient soutenus partout. Et c'est pendant ces 4 mois que l'Algérie a vécu c'est des moments, c'est du sang, et c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Nous, on était contents. J'étais à Roche-Noire, on était à Roche-Noire pour encadrer le cités. C'était terrible, Alger. Il ne laissait rien. C'est comme ça que, au moment des négociations, ils négocient. Aujourd'hui, c'est le 19 mars 1962, et le cités le 3 juillet. Et cette directive que de laisser les Junouds et chez eux, dans la montagne, ils ne descendaient pas et pas d'armes. Les soldats français, dans les casernes, il n'y a pas d'armes. Et c'est le vide pour l'OS. C'est là comme ça l'OS, elle a fait. C'est comme ça que j'ai écrit le livre. Il y a des détails, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, c'était là donc un témoignage du Moudjahid et ancien diplomate Mohamed Dabbah qui évoquait la violence de l'OAS et la mobilisation des Moudjahidines et notamment des anciens condamnés à mort, des détenus politiques algériens pour faire face à cette violence de l'OAS et permettre ainsi la tenue du référendum le 1er juillet 1962. Oui, mais si Mohamed Dabbah a fait un livre sur ça. Oui. Il a fait un livre intéressant par les documents qu'il donne aussi. Oui. Pas uniquement ce qu'il dit lui, ce qu'il dit lui bien sûr, mais il donne des documents. Alors, bien sûr que ça va être d'une virulence inouïe. Je rappelle quand même que ça n'a pas commencé. La violence n'a pas commencé. Mais elle va redoubler. L'OAS, c'est quand même avant, dès sa création, sur la base des expériences des fascistes, des groupements racialistes qui existaient. L'OAS n'a pas été créé comme ça. Oui. Donc sa fondation, on peut la remonter très loin. Chez les racistes, c'est chez disons, ces pieds noirs qui n'acceptaient pas. Vous savez qu'il y avait des bars où on ne pouvait pas rentrer, il y avait des cafés où... d'Achiari, des gens 45, il y avait le front FAF, le front de l'Algérie française, et d'autres le Front National français, exactement. Enfin toutes ces officines, et puis c'est ce que va faire, donc qui va mettre alors, il y a le putsch des généraux de 61, et donc c'est un monde qui existait déjà, qu'il fût souterrain ou visible, et appuyé par l'administration coloniale dans sa majorité, quoique. Pour un petit peu boucler la boucle, c'est
c'est la victoire du patriotisme. Ces accords d'Évian, oui, on peut dire, oui. Parce qu'ils vont aboutir à l'indépendance après, donc c'est clair. C'est la victoire du patriotisme, oui, je pense, oui. C'est la victoire du patriotisme, c'est-à-dire que les intérêts personnels vont être complètement effacés devant l'intérêt du pays, pour des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Hein, ils sont pas... il va y avoir peut-être il va y avoir des conflits internes, mais l'indépendance, c'était le mot magique. L'Istiqlal, c'était le mot magique. On a l'indépendance et on réglera nos problèmes après, si problème il y a. Et il va y en avoir, c'est normal. Attends, c'est normal. On n'est pas... Mais ça ne va pas se faire comme dans d'autres pays. Oui. C'est ça qui est... Par exemple, il n'y aura pas, alors que tout le monde l'espérait en France, certains, la droite, etc., ce qu'on appelait la congolisation. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler improprement la guerre des wilayas. Il faut se calmer un peu. La congolisation, c'est pire qu'une guerre entre les wilayas. C'est carrément des partitions. La partition que n'a pas réussi à faire la France de l'Algérie, alors ça n'a pas eu lieu. Il l'avait espéré, notamment la paix des Braves. Ouais. C'est là que le déclencheur, c'était la fameuse paix des Braves, mais ça n'a pas marché. Même ces Braves qui sont dit après tout, c'est une opportunité, est-ce qu'on peut... Ils ont compris qu'il était vain d'attendre quelque chose de positif de l'ennemi de l'époque. Donc les Algériens ont joué les rangs serrés jusqu'au bout. Ah, bien sûr. Encore une fois, ils vont jouer les rangs serrés. Et ceux qui ne veulent pas, sont partis, ils sont mis de côté. Et après, on va leur faire appel aussi. Je ne vais pas sortir de nom, mais beaucoup ils se sont dit ça, on voulait l'indépendance, on l'a eu, je reste chez moi, c'est fini ma carrière, je retourne dans mon épicerie, je retourne dans mes champs, je retourne dans... Oui, et c'est logique. Mission accomplie pour parler accomplie. Comme... voilà, mission accomplie, je retourne... Voilà. Bon, mais après, on va leur dire non, il y a une autre mission qui commence, et c'est à vous aussi, en attendant, c'est l'édification du pays. Ouais. Il faut reprendre, il va falloir remettre les machines en marche, il va falloir remettre l'agriculture, tout, on a tout à prendre et tout à apprendre. Ouais. Et on ne peut compter que sur vous. On peut compter que sur vous. Et vous allez entraîner la jeunesse qui est dans l'école, qui est dans les écoles, dans les lycées et dans la pauvre petite université d'Alger, grande par tout ce qu'elle a produit et tout ce qu'elle mérite. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants algériens. Je ne sais pas combien il y en avait d'ailleurs à l'indépendance, 500 peut-être. 200. Et il y avait ce mot d'ordre, celui qui sait lire et écrire va apprendre à celui qui ne sait pas. Donc, ce qui ne s'est pas fait pendant toute cette période coloniale va se faire dès 1962, petit à petit. C'est pour ça qu'en fait, l'indépendance, et ça a été dit, n'est qu'une étape. Et à chaque fois, je peux le dire, malgré une certaine période, chaque fois, on passe à l'étape supérieure. Alors on peut ne pas être content. Non pas que tout aille bien, mais que tout n'aille pas plus vite. Oui, mais enfin, on construit un pays, et ce pays s'est construit par ceux qui ont amené l'indépendance. Et par la génération. Et grâce... parce que beaucoup étaient jeunes. Même ceux qui ont apporté l'indépendance, on leur a dit non, il faut continuer, deuxième étape, le temps de passer le flambeau. Tous ceux qui nous ont amenés à l'indépendance. À l'indépendance. Donc ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Fouad Soufi. Je remercie également Mohamed Dabbah Moujahidi, ancien diplomate, pour son témoignage. Je remercie l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.